Bonjour les amis, je suis en train de régler l'autofocus, comme à chaque fois, qui n'autofocusera pas, et je vais apparaître directement à l'écran. Coucou, me voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Cette semaine, je vais tenter de vous faire des petites prévisions, des prévisions économiques, parce que c'est intéressant quand même de savoir à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper. On est dans une situation qui est complexe, qui est très complexe, et on va essayer de simplifier ça en essayant de faire des prévisions. Alors, simplifier sans être simpliste, mais ramener ça à l'essentiel. Allez, venez, je vous emmène, vous allez voir, ça va être intéressant, enfin j'espère. Encore une fois, pas de vérité absolue, vous connaissez le JT du grenier maintenant. Je ne suis pas là pour vous donner des vérités, je suis là ou pour vous asséner des vérités ou pour vous asséner des croyances. Je suis là pour essayer de partager avec vous des analyses et des raisonnements intellectuels. Ils peuvent être justes, ils peuvent être bons, ils peuvent vous gêner, vous déranger, vous rassurer, que sais-je, il y a toutes les palettes possibles et imaginables, mais c'est là pour nourrir votre réflexion, nourrir vos anticipations, nourrir vos préparations respectives. Afin de quoi ? Tout simplement, afin d'essayer de vous faciliter la vie ou d'avoir une vie meilleure. Et en fait, l'objectif, c'est bien ça, c'est d'essayer d'avoir une vie meilleure, d'anticiper pour faire les meilleurs choix pour soi et pour sa famille, pour ceux qu'on aime pas, ils se débrouillent, mais voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière toutes ces analyses. C'est vous aider, contribuer en nourrissant vos raisonnements, vos réflexions à ce que vous ayez une vie meilleure, et puis aussi à permettre à tous d'être beaucoup plus informés dans le débat public et dans la chose publique, et donc d'être pleinement citoyen et acteur de la démocratie de notre pays. Et donc, voilà l'idée, encore une fois, de ce qu'il y a derrière. Donc, ici, si on veut faire des prévisions, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune prévision économique possible sans qu'on pose ça sur des hypothèses qui sont liées à la compréhension de l'épidémie en cours. L'épidémie en cours conditionne fondamentalement l'économie et ce qui va se passer sur l'économie, et c'est ça qu'il faut bien voir et bien calculer et bien mesurer et bien essayer de quantifier. Et évidemment, on le fait avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inconnus. Donc on a des inconnus inconnus, des inconnus connus, des inconnus qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaîtra peut-être, etc., etc. Donc il y a énormément d'éléments, il y a énormément de paramètres, mais je vous assure, on peut quand même, avec une vision analytique, quand même dégager un certain nombre de grandes tendances. Je voulais vous reparler simplement de la définition de prévoir. Prévoir, c'est penser, alors ça c'est dans le Larousse, donc vous pouvez aller sur votre meilleur moteur de recherche, votre meilleur ami Google, là, et puis nous demander Larousse, définition prévoir. Penser d'après certaines données qu'un fait futur est très probable. Concevoir quelque chose par la pensée, l'envisager comme possible, et en particulier prendre des dispositions en vue de son éventualité. Penser faire telle chose, l'organiser par la pensée à l'avance, et prendre ses dispositions. Prévoir, c'est pas désirer, espérer, souhaiter quelque chose. Prévoir, c'est se préparer à des éventualités. Des éventualités, ce sont des hypothèses. Donc c'est concevoir que ces hypothèses puissent advenir, puissent se produire. Et vous avez bien compris que dans la notion de prévoir, il y a quelque chose qui est indissociablement lié au fait de concevoir ou d'imaginer des hypothèses possibles, des éventualités, c'est évidemment de s'y préparer. Et donc il n'y a pas de prévision sans préparation. Et ça, c'est étymologique, c'est dans la définition. Prévoir entraîne forcément une notion de préparation. Imaginez, on prévoit une guerre dans le Golfe avec le blocage du détroit d'Ormuz, donc on prévoit l'absence de livraison de pétrole, mais on ne prévoit pas des stocks de pétrole. C'est un peu dommage de prévoir l'un sans l'autre, voyez. On prévoit un hiver extrêmement rigoureux avec une disponibilité, il faudrait 100% de nos centrales nucléaires, mais on ne prévoit pas de les mettre en marche. On prévoit une famine, mais on ne prévoit pas de stocker du blé d'avance. Toute ressemblance avec
avec une situation à venir serait purement fortuite. Donc on prévoit des choses, mais on ne ferait pas la préparation qui va avec et qui est évidemment le corollaire. Prévoir implique de se préparer. Prévoir sans se préparer, c'est l'anxiété, puisqu'on a évidemment une éventualité qui est hyper anxiogène. Ça va être la famine, on va manquer de blé. Et puis on ne fait rien, on ne fait pas de stock, on ne se prépare pas à stocker du blé, à acheter plus de blé, à faire venir, à conserver le blé, à gérer nos exportations, à baisser le taux de nos exportations, ce genre de choses par exemple. Bon. Et donc forcément on va être anxieux, puisqu'on voit l'éventualité du risque et puis on ne fait rien en face. Alors qu'évidemment prévoir et se préparer, c'est la sérénité. Donc prévoir sans se préparer, c'est l'anxiété. Prévoir et se préparer, eh bien c'est évidemment une forme de sérénité qui en plus est renforcée par l'action, et tous les gens qui ont des métiers qui sont par définition stressants, que ce soit dans les forces de police, dans l'armée, chez les pompiers, chez les médecins, chez les infirmières, ce sont des gens qui se préparent. Donc tout le temps, ils sont prêts, ils sont préparés. Et quand l'événement arrive, quand l'événement surgit, eh bien on s'est préparé, on s'est formé, on s'est entraîné. Et donc c'est l'entraînement qui prend le pas, évidemment, sur le stress, sur l'anxiété. Et donc se préparer, se former, ça diminue énormément l'anxiété. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler deux hypothèses, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour vous montrer un petit peu la cohérence et vous mettre en perspective la cohérence. C'était la première hypothèse, la fin du monde, et c'est la fin de l'épidémie, tout va bien, c'est une courbe en cloche, blablabla, c'est terminé, c'est fini, on déconfine, tout le monde retourne vaquer à ses occupations précédentes, et puis youpi tralala, nous reprenons notre vie d'avant, concert, cinéma, resto, c'est la fiesta. Ou alors, la seconde vague est le rebond épidémique. Et ce sera soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Même si vous avez quelques cas sporadiques, eh bien ces cas sporadiques de coronavirus, on peut les classer dans la fin de la fin du monde. Quand même vous avez encore 50 cas, 10 cas, 50, 30, 40, peu importe, mais vous avez des cas sporadiques, des petites résurgences. Bon, il n'y aura pas de quoi évidemment reconfiner tout un pays, remettre une économie totalement à l'arrêt pour 30 ou 40 cas, qu'on saura évidemment gérer de manière complètement différente, notamment avec les brigades sanitaires, les enquêtes épidémiologiques, remonter les cas contacts, isoler ceux qui ont été en contact, faire des tests, etc., etc. Ou la seconde vague, et donc la seconde vague, là c'est nettement plus embêtant, parce que qui dit seconde vague dit second problème économique et second choc économique, et puis qui dit troisième vague dit troisième choc économique. Bon, on n'en est pas à la troisième vague ou à la quatrième vague, on en est au fait que le professeur Raoult n'exclut pas la deuxième vague. Maintenant, il n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'elle allait avoir lieu. Il a dit qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'il ne l'excluait pas. Il a dit des choses très intéressantes et je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. C'est à la fin de la vidéo ce qu'il y a de plus intéressant, justement. C'est dans les 5 dernières minutes. Raoult ne dit pas qu'il y aura une deuxième vague, personne ne peut prévoir l'avenir, mais il dit que c'est possible et qu'il faut surveiller la Nouvelle-Zélande parce que c'est l'hiver en été dans l'hémisphère sud et donc la Nouvelle-Zélande, c'est en hiver. Ce à quoi moi je réponds, attendez, ne raccrochez pas tout de suite, vous allez voir la logique, il va falloir aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Ce à quoi je réponds, oui, pourquoi plus la Nouvelle-Zélande que le Brésil, que l'Argentine, que le Chili, que toute l'Amérique latine, qui est également dans l'hémisphère sud et qui est également en hiver. Il y a deux raisons pour lesquelles le professeur Raoult, même s'il ne le dit pas dans sa vidéo, il y a deux raisons pour lesquelles le professeur Raoult va parler de la Nouvelle-Zélande et qu'il faut surveiller la Nouvelle-Zélande par rapport versus le Brésil, etc. Et c'est pas tant parce que c'est l'hiver là-bas, mais parce que, et je vous fais une petite digression, souvenez-vous, je vous avais dit, il y a 4 groupes de pays. Dans la vidéo de la semaine dernière sur la seconde vague, je vous dis, il y a 4 groupes de pays. Ceux qui stagnent sur un haut plateau, c'est notamment les États-Unis. Donc les États-Unis, aujourd'hui, vous avez énormément de cas et ça ne diminue absolument pas. C'est pas du tout une courbe en cloche. C'est une courbe qui aujourd'hui est sur un haut plateau. Je vous laisse vous reporter à la vidéo de la semaine dernière et au JT de la semaine dernière consacré à ce sujet. Ceux qui montent, donc ça c'est tous les pays d'Amérique latine, donc ils sont en pleine phase ascensionnel, et donc c'est pour ça que le docteur Raoult a priori dit non, ça ne sert à rien de regarder aujourd'hui, de surveiller aujourd'hui les pays d'Amérique latine, on a bien compris qu'ils sont dans leur phase de pic, donc ils n'ont pas encore atteint le pic épidémique de la première vague, donc de toute manière on ne va pas se regarder, on ne va pas étudier ces pays-là pour savoir si éventuellement il va y avoir une seconde vague, donc c'est plutôt assez logique. Ceux qui diminuent, et ceux qui diminuent qui sont en fin de mesure de confinement, c'est tous les pays européens,
D'accord, donc les pays européens, on a monté, on a confiné, et bien évidemment on se réduit, et puis au bout d'un mois, ça repart. Ceux qui remontent après avoir diminué, test du yo-yo, et c'est un pays dans lequel notamment on retrouve Israël. Mais il y a un cinquième pays, et le point commun entre un cinquième groupe, pardon, et le point commun entre les pays dont le nombre de cas baisse ou est nul, ou presque, c'est que soit ils sortent de confinement, c'est l'Europe, soit ce sont des îles. Et ce sont des îles comme la Nouvelle-Zélande, comme l'île Maurice, comme l'Islande. Alors toutes les îles ne sont pas complètement épargnées, mais beaucoup d'îles sont dans la catégorie des pays épargnés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont su se fermer, ils ont pu se fermer et le contrôle est extrêmement facile. Et donc comme le contrôle est extrêmement facile, et vous allez voir en Nouvelle-Zélande c'est particulièrement le cas, il s'est passé autre chose, ça va en faire un laboratoire passionnant de ce qui va pouvoir éventuellement se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Nouvelle-Zélande, coronavirus, l'armée va contrôler les frontières de la Nouvelle-Zélande. Ça c'est Radio France Internationale sur le Huffington Post, le coronavirus de retour en Nouvelle-Zélande après un cafouillage, l'armée prend le contrôle des frontières. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est pas des Mickey, c'est pas des charlatans, c'est pas des mous du genou. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont confié le contrôle. Bon, il y a 2 personnes qui sont rentrées sans respecter la quarantaine, qui auraient pu réessaimer à nouveau de l'épidémie partout. Donc ils ont remis des contrôles extrêmement stricts à l'entrée, et c'est l'armée qui aujourd'hui assure ça. Bête et méchante, l'armée, hein, les ordres c'est les ordres, donc on applique et on applique et on applique encore, et article 1 j'applique, et article 2 se reportait à l'article 1. Donc c'est rigide, voilà. Et c'est verrouillé et c'est cadré, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement en Nouvelle-Zélande, on n'a plus de cas et on n'aura plus de cas. Alors pourquoi surveiller la Nouvelle-Zélande si on n'a plus de cas ? Parce que comme la Nouvelle-Zélande est complètement verrouillée et que c'est quarantaine obligatoire pour tous ceux qui rentrent, et qu'il n'y a plus de cas, ça va nous permettre de voir, et que c'est l'hiver, mais c'est pas ça le plus intéressant, et que la première vague est passée en Nouvelle-Zélande. Le professeur Raoult parlait, et c'était le terme le plus important de son intervention, des porteurs chroniques. Le porteur chronique, c'est celui qui a le virus, et chez qui le virus, il va fonctionner en yo-yo, c'est-à-dire qu'il va être actif, puis inactif, puis actif, puis inactif. Et donc, je vais être contagieux, pas contagieux, c'est-à-dire porteur chronique, porteur sain, porteur chronique, porteur sain. Et quand je suis en fait porteur chronique, je vais pouvoir, à certaines périodes, redevenir contagieux, retomber malade. Et ce qui est très intéressant avec la Nouvelle-Zélande, c'est qu'évidemment, comme la Nouvelle-Zélande est complètement enfermée avec quarantaine obligatoire, on va pouvoir voir si on a à nouveau des foyers épidémiques spontanés en Nouvelle-Zélande, ce qui veut dire qu'il y aura des porteurs chroniques. Et s'il y a des porteurs chroniques, on est quasiment sûr de se remanger évidemment une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vague, et puis de devoir vivre extrêmement longtemps avec ce virus jusqu'à ce que nous trouvions, vous vous souvenez des marqueurs de fin de crise, une prophylaxie, un vaccin, etc. etc. Et donc, ça c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans le cas de la France, vous allez avoir d'abord, on a confiné, on a beaucoup moins de cas, mais on déconfine et on a de plus en plus de cas et ça commence à remonter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, dans le bruit statistique, de faire émerger du porteur sain ou pas sain, du porteur chronique ou pas du porteur chronique. Même si on a de sérieux doutes sur le fait qu'il y ait évidemment, enfin de très sérieuses manières de croire et de penser qu'effectivement il y a des porteurs chroniques, notamment ce qui semble se passer en Chine, notamment ce qui paraît se passer sur le porte-avions Charles de Gaulle, puisque vous avez des marins, ils avaient quasiment tous été infectés, puis alors là, il y en a à nouveau 2 qui ont été réinfectés. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'ils ont été réinfectés ailleurs, ou est-ce que c'est des porteurs sains qui se sont réinfectés, des porteurs chroniques ce sont des porteurs chroniques, ou est-ce que ce sont des gens qui ont eu une première fois le coronavirus, puisqu'ils ont été réinfectés une deuxième fois au contact de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est très compliqué quand vous avez encore de l'épidémie en cours, de l'établir avec certitude. En Nouvelle-Zélande, il n'y a plus de cas. Il n'y a plus de cas. Donc s'il y a un cas qui réémerge, ça veut dire qu'on aura la preuve ferme et définitive que nous avons des porteurs chroniques et donc qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et c'est pour ça que le professeur Raoult vous dit qu'il faut surveiller la Nouvelle-Zélande. C'est pas parce que c'est l'hiver en réalité. Il vous dit ça parce que c'est un superbe laboratoire pour savoir ce à quoi nous allons être mangés et son analyse est bonne. Et donc,
ça veut dire que s'il y a réémergence en Nouvelle-Zélande, on a de fortes chances d'être confronté à un vrai problème qui va changer du tout au tout, évidemment, les scénarios économiques que l'on va pouvoir établir. Donc, la deuxième vague peut être aussi réimportée, donc deux possibilités de seconde vague. La seconde vague, elle est liée à des porteurs chroniques. Ça serait le cas en Nouvelle-Zélande, qui est complètement enfermé et autarcique, et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller ce laboratoire. Mais c'est également le cas de cas réimportés, alors c'est officiellement ce que dit la Chine, mais pourtant en Chine, il semble qu'il y ait quand même un certain nombre de cas spontanés. Donc, alors soit c'est du porteur chronique, soit c'est des cas qui sont passés au travers des mailles du filet, et donc le virus continue à circuler. Les cas, en tout cas, réaugmentent dans tous les pays qui déconfinent. Ça, vous allez de plus en plus le voir. Ça va commencer à se matérialiser maintenant, là, à partir de cette semaine, en Espagne, en Italie, en France. Si ça ne se matérialise pas on va dire dans les 15 prochains jours, c'est que a priori on tient peut-être le bon bout et que l'épidémie s'éteint vraiment, mais je n'en suis vraiment pas sûr. Pour preuve, j'en veux les 850 cas d'avant-hier et les plus de 600 cas d'hier en France. Donc voilà, donc ce sont des chiffres qui commencent à être évidemment importants et qui vont poser des problèmes après de suivi. Plus ils vont devenir importants, plus ça va être compliqué de remonter tous les cas contacts. Souvenez-vous toujours de cette alternance parce que je pense que nous allons avoir la même en termes économiques. D'accord ? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, là, c'est le premier pic. Alors évidemment, vous avez bien compris, ça va être inversé. C'est-à-dire que quand j'ai un pic épidémique, j'ai une baisse boursière. Et puis, quand je suis dans la phase descendante, j'ai une remontée boursière. Donc en fait, l'épidémie, ça va faire ça. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et la bourse va faire l'inverse. Quand ça monte, la bourse va descendre. Et quand ça va descendre, la bourse va remonter. C'est assez logique. Désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir. Donc, baisse également du PIB, suivi de rebond symétrique au pic épidémique, donc idem pour les bourses. Pourquoi ? Parce que quand on confine, alors là, même si on ne part pas sur du confinement général, mais enfin imaginez qu'on confine Marseille ou qu'on confine... Non, Marseille c'est un mauvais exemple, il y a le professeur Raoult, Marseille ne peut pas être confiné. On va dire Lyon ou Paris. Bon, eh bien si on confine Paris, eh bien évidemment ça fait quand même un grand trou dans la raquette du PIB. Vous imaginez bien, même si le reste de la France continue à fonctionner, si on confine 12 millions d'habitants, sur un pays comme la France, c'est pas négligeable. Donc vous imaginez un petit peu toutes les distorsions économiques que ça peut évidemment imposer, surtout que ce sera des distorsions économiques au long cours. Et c'est ça qui est très embêtant. Vous avez une grande différence entre un choc économique brutal, violent, ce qu'on a eu au premier confinement, un arrêt net de l'économie mondiale, française, etc. Mais imaginez que ça se reproduise plusieurs fois, même si c'est pas aussi brutal et même si c'est pas un arrêt aussi complet et total, imaginez un petit peu l'impact économique comme ça de confinement, de reconfinement, même s'ils sont plus localisés, même s'ils sont pas généraux, mais ça va être absolument terrible sur le moral des ménages, sur l'investissement des entreprises, sur l'activité économique elle-même. Donc évidemment, ça va être compliqué, très compliqué. Donc, le scénario central, c'est mon hypothèse de travail aujourd'hui, c'est celle que je partage avec vous. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma prévision et c'est mon scénario central. Il peut être discuté, les commentaires servent à ça, et discuter le scénario central ou discuter une hypothèse, c'est pas affirmer quelque chose en face en disant « non, t'as tort ». Moi, j'ai une affirmation, ça ne vaut pas argumentation. Donc, il faut argumenter. Et c'est ça qui est intéressant. Mettez vos arguments et débattez entre vous. Et moi, je m'enrichis également de vos commentaires et de vos analyses, même si j'y réponds pas, pour pas rentrer dans des débats qui peuvent vite tourner au vinaigre ou à l'aigre ou ce genre de choses. Et c'est pas le but du jeu. Mais le débat nourrit la réflexion de tous à partir du moment où c'est un débat qui se fait sur des arguments et qui se fonde sur des arguments. Dire que j'aime Raoult ou que j'aime pas Raoult, c'est pas le sujet. Dire que je suis pro ou anti, c'est pas le sujet. Dire que j'aime l'OMS ou pas l'OMS, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des arguments et ces arguments de les mettre dans une analyse et dans un cadre intellectuel et conceptuel qui tient la route ou qui tient pas la route, qu'on va discuter et qui va se confirmer ou s'infirmer. Et encore une fois, on est là pour essayer de réfléchir et de penser. Et pour réfléchir et pour penser, par définition, il ne faut rien s'interdire, y compris ce qui est gênant,
même dans la pensée et le fait de dire que, effectivement, on va avoir sans doute une deuxième vague, elle est extrêmement probable, même si ça ne fait pas plaisir, et même si on a envie de faire la fête de la musique ce soir, de sortir, de danser, d'en profiter, de se déconfiner, ce que je comprends bien, mais derrière cet aspect-là, je pense qu'il va y avoir autre chose. Alors, une crise de 24 mois, pourquoi? Parce que soit on a des porteurs chroniques, soit on a des cas réimportés, soit on a, encore plus grave, les deux, et donc on n'est pas sorti de l'auberge, soit on a une suppression des flux de personnes dans le monde entier pour éviter les cas réimportés. Prenez le cas de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, la courbe épidémique aux États-Unis, c'est le gros plateau. C'est génial ça. Le problème, c'est que si on fait voler des charters entiers et des avions entiers cet été entre New York et Paris, entre le Texas, Dallas et son univers impitoyable et Roissy-Charles de Gaulle, on va réimporter des cas. Hein, c'est inévitable parce que eux, ils sont sur un très haut sommet et ils sont toujours pas en train de redescendre puisqu'ils ne confinent pas beaucoup. Donc comme ils ne confinent pas beaucoup, la courbe épidémique, elle n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que cette courbe en cloche, elle est que dans les pays qui ont confiné. Et que dans les pays qui n'ont pas confiné, c'est le grand plateau. Conclusion analytique de cette observation empirique. Je ne suis pas infectiologue, rassurez-vous, puisqu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, t'es pas infectiologue, tais-toi ». Ouais, enfin, j'analyse un peu les éléments. Et quand je vois que tous les pays qui ont une courbe comme ça, en cloche, sont des pays qui ont confiné, et que tous les pays qui n'ont pas vraiment bien confiné, ils ont une courbe qui monte et un haut plateau, on peut globalement estimer que ce qui fait la cloche, c'est le confinement. Eh ouais. Et donc quand on déconfine, ça va repartir. Et puis si en plus on fait voler des avions entre les pays qui ont confiné, qui sont en cloche, qui ont fait réduire le nombre de cas, et avec des pays qui, eux, sont sur des hauts plateaux, on va évidemment réimporter des cas, plus quelques cas auto-spontanés de porteurs chroniques, et vous avez à peu près tous les critères pour une résurgence de l'épidémie. Vous avez également le fait que si... Et ça, c'est une conséquence économique. Si on veut éviter les cas réimportés, ça veut dire qu'on peut conserver globalement les flux de marchandises, mais on ne peut pas conserver les flux de gens. Donc tout ce qui est tourisme, quart de Chinois à Paris ou quart de Parisiens à Copacabana, à Bali, à Rio ou aux États-Unis, ça va sans doute pas être possible. Donc ça veut dire des distorsions, encore une fois, économiques très fortes, très durable. Hein, je vous dis 24 mois, c'est pas un hasard. La crise sanitaire, elle n'est pas finie dans le monde. Hein, elle peut vous sembler presque terminée en France parce que machin, etc. Puis qu'on vous le dit là, puis bon, détendez-vous, il faut gérer votre psychologie et la psychologie des foules. Faut éviter de désespérer la population. Mais la réalité, c'est que on est parti pour une crise qui va durer longtemps. Et c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on va pas dire, hey, les gars, vous en avez pris pour 24 mois, ça va être super dur, en plus à la fin vous serez quasiment tous chômeurs, vous allez en chier des ronds de chapeau, passez-moi pour la trivialité et la vulgarité, mais ça va être extrêmement compliqué pour beaucoup de monde. Oui, alors si je vous le dis là tout de suite comme ça va braquer quoi, hein. C'est pas forcément ce que les gens ils ont envie d'entendre, et c'est objectivement peut-être pas forcément ce qu'il faut dire, en tout cas dans les grands médias. Il faut laisser le temps aux gens de s'habituer à l'idée que c'est pas si simple, que c'est compliqué, que ça va peut-être durer, mais que quand même on y arrive. Et, bon, voilà. Et donc il faut toujours laisser des portes de sortie, laisser de l'espoir. Et donc on gère aussi cette psychologie. En revanche, de vous à moi, ne soyez pas dupes de la gravité, de la profondeur et de la durée de cette crise. Elle va durer, elle va être très profonde, elle va être très durable, elle va marquer profondément les économies, elle va marquer les gens. Et donc préparez-vous à ça et on y viendra un peu plus tard dans ce petit JT du grenier. Explosion du chômage à partir de septembre 2020. Aux États-Unis, c'est déjà fait, mais le marché américain est beaucoup plus réactif. Comme vous le savez, bon, on licencie très vite, mais on réembauche très vite. Et une dynamique de crise économique qui va toucher les grandes villes et épargner les zones rurales ou semi-rurales, et je pense notamment à la France périphérique, dite périphérique, qu'on va définir un peu comme les zones gilets jaunes, eh bien eux vont beaucoup moins souffrir que les grandes villes, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, et ça sera une grande donnée économique également de cette crise
à laquelle nous sommes confrontés. Donc le scénario central, toujours une crise de 24 mois. Alors regardez, ça c'est l'hypothèse actuelle. D'accord? Donc tous les États aujourd'hui disent, voilà, bon, on va avoir moins 11% de croissance, et puis après on va en 2020, et puis tout de suite après on va avoir plus 7, plus 8, plus 9% de croissance du PIB, puisqu'on va avoir un grand rebond, un grand rattrapage, et puis bon après ça va rebaisser un petit peu, mais bon on va revenir à notre tendance de croissance long terme. Mais ça, vous comprenez bien que c'est une hypothèse qui repose sur le fait qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'il n'y aura pas de rebond épidémique. C'est-à-dire que j'ai une grande baisse liée au premier confinement, et puis après on repart comme avant. C'est ça qu'on vous dit là. Mais moi je vous dis que ça ne va pas se passer comme ça. Et donc si ça ne se passe pas comme ça, on va avoir un profil très différent. Et là on a deux hypothèses. On a le scénario en W, le scénario en racine carrée. Alors le scénario en W, c'est celui-là, hein, c'est seconde vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, sixième vague, et plus on aura de vagues, plus en fait on va s'enfoncer. C'est-à-dire que plus on va s'enfoncer à chaque fois, et moins on rebondira haut. Et c'est extrêmement logique, c'est qu'à chaque fois vous aurez des entreprises qui vont mourir. Et à chaque vague, vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui ne survivront pas. Donc les entreprises qui vont déjà survivre à la première vague, waouh, championnes du monde, hein, parce que survivre à ce qui s'est passé, c'est évidemment pas facile. Vous imaginez si ça se passe une deuxième fois, même si c'est localisé à la région Rhône-Alpes. Imaginez que ce soit localisé en Nouvelle-Aquitaine. Bon, mais vous imaginez le drame économique qui va se jouer dans une région, si jamais on la confine, cette région. Donc, vous allez avoir de moins en moins d'entreprises qui vont survivre. Et puis, vous avez des écosystèmes, des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. Et donc, tout ça, ça va évidemment se répercuter. Donc, à chaque fois que vous aurez un rebond épidémique, avec une nouvelle vague et de nouveaux confinements et de nouvelles difficultés économiques liées à cette nouvelle vague, eh bien vous aurez une perte de PIB de plus en plus importante, avec après une reprise de PIB de moins en moins importante, parce qu'il y aura de moins en moins d'entreprises qui pourront être en mesure de reprendre tout simplement. Donc ça, c'est le premier profil, c'est le profil en W. Là, c'est pas bon, hein, parce que là, là, c'est pas bon sur l'échelle de temps. Là, on est en 2022, donc ici, on doit être en 2030. Donc, je suis pas en train de vous dire que ça va durer jusqu'en 2030. Vous imaginez ça sur un temps beaucoup plus resserré, qui est sur un temps justement de 24 mois et qui va être là de 2020 à 2022. Mais je vous l'ai mis là après, mais c'est juste pour vous illustrer. L'échelle de temps n'est pas du tout la bonne. Le scénario en racine carrée, ça va être la même chose, hein, l'échelle de temps, elle n'est pas bonne, mais c'est pareil, c'est pour vous illustrer. Plutôt que d'avoir une grande baisse suivie d'un grand rebond, on aurait une grande baisse suivie d'un rebond pas si grand que ça, et avec après une lente stagnation. Pourquoi? Parce que là, on aurait des confinements régionaux, localisés, et donc on n'aurait pas de grande chute justement de PIB, comme je pouvais le mettre là. Ça serait plutôt assez logique quand on y réfléchit avec des confinements généraux. C'est-à-dire que on ouvre la France, on ferme la France, on ouvre la France, on ferme la France, on ouvre la France, on ferme la France. Voilà, pareil pour le monde. Donc imaginez des confinements complets de 2 mois à chaque fois, le fameux confinement en yo-yo. Si on le fait complet, c'est ça qu'on va avoir. D'accord? Or, les autorités, elles n'ont pas envie d'avoir un confinement complet, donc elles ont plutôt envie d'avoir un confinement localisé en fonction des clusters, des machins, des trucs, ce qui est logique, tant qu'on ne perd pas le contrôle de l'épidémie et qu'il y a suffisamment de place en réa. Donc, on aurait plutôt ce profil-là, on baisse, on remonte, et puis finalement, il y a plein de distorsions qui font qu'on n'arrive pas à dépasser ce grand plateau et à revenir en zone positive. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers ce scénario-là, en racine carrée. Pareil, l'échelle de temps, elle n'est pas bonne, hein. Ça serait plutôt ici, comme ça. Alors, sur ce scénario central de 24 mois, eh bien évidemment, explosion du chômage, chute durable des flux de personnes, chute durable de la productivité, souvenez-vous des mesures barrières, du coût supplémentaire, de l'inflation que ça implique, on en avait parlé. Coût important, c'était la vidéo choc inflationniste. Coût important des mesures sanitaires, plusieurs vagues, il faut acheter des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, mettre du plexiglas, changer le plexiglas, organiser le flux de ses clients, organiser le flux de ses collaborateurs, etc. etc. Plusieurs vagues de faillites d'entreprises, donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est à chaque fois qu'il y aura un pic épidémique, et à chaque fois qu'on aura des confinements ou des reconfinements, on va avoir une augmentation des faillites des entreprises, donc de moins en moins d'entreprises. Des taux bas évidemment pour très 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 longtemps, ça on y reviendra, mais c'est une évidence. L'hélicoptère monnaie qui a déjà décollé, chèque au ménage et mise en place de la TMM, c'est la théorie monétaire moderne, et des cracks boursiers de moins en moins violents,
de moins en moins violent, avec une forme de nationalisation des indices, puisque c'est lié à la mise en place de la TMM et de la théorie monétaire moderne, qui consiste tout simplement à imprimer, à donner de l'argent aux gens ou à racheter des actifs directement. Donc c'est l'exemple japonais. Au Japon, vous avez entre 40 et 50% de l'indice Nikkei, qui est l'équivalent du CAC 40 ou du Dow Jones aux États-Unis ou du CAC 40 en France. Vous avez 40 à 50% qui appartient en fait à la Banque nationale du Japon, hein, la banque centrale du Japon, qui est la Bank of Japan, et qui rachète à travers des ETF, des fonds, etc. pour pas dire qu'elle nationalise officiellement, mais enfin c'est une saine hypocrisie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un marché du Nikkei, un marché boursier japonais qui est administré par la Banque centrale, qui rachète directement les actions. Bon, donc elle assure la liquidité, c'est extraordinaire. Et puis à la fin, elle sera propriétaire de toutes les entreprises japonaises à travers des fonds détenus par des banques, ce qui est complètement ahurissant. Donc vous aurez le même processus qui se jouera a priori en Europe comme aux États-Unis, donc via la BCE ou via la Fed, la Federal Reserve aux États-Unis. Et donc on peut penser que les cracks boursiers seront de moins en moins violents au fur et à mesure que les banques centrales vont racheter éventuellement les actions. C'est pas encore fait pour la BCE ni pour la Fed, mais enfin bon, ce serait la suite assez logique. Et donc on peut estimer qu'il y aurait des cracks de moins en moins forts, puisqu'il y aurait de moins en moins de vendeurs, de moins en moins d'intervenants privés, particuliers, donc de moins en moins de mouvements de panique, puisque les banques centrales détiendraient tout, donc elles ne vont pas s'amuser, elles, à revendre pour faire baisser les trucs qu'elles détiennent. Aucun intérêt, donc on peut penser qu'en revanche, les cracks seront de moins en moins forts et qui descendront de moins en moins bas au fur et à mesure des différentes vagues, jusqu'à ce qu'il y ait, évidemment trop de monnaie et une propriété complète et un marché complètement administré. La théorie monétaire moderne, c'est exactement ça, c'est on utilise la monnaie jusqu'au bout, on va jusqu'au bout du délire de création monétaire, et donc on envoie directement des chèques aux gens, et donc là c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, on envoie des chèques aux gens, mais c'est ce qui s'est passé également en France, on envoie des chèques aux auto-entrepreneurs ou aux entrepreneurs, on envoie des chèques aux gens qui sont avec les minima sociaux, 150 €, 200 €, et donc ça m'amène à vous parler de deux choses. D'abord, l'hélicoptère monnaie qui a déjà décollé. Donc là, on n'en est plus à injecter de l'argent dans l'économie, on n'en est plus à injecter de l'argent dans les banques, on en est à donner de l'argent aux gens. On vient de passer une étape. D'accord ? Les banques centrales, à travers les États, donnent de l'argent aux gens. Donc, peu importe, c'est pas le sujet, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. Il s'agit de dire qu'économiquement, on vient de passer un stade. À partir du moment où on vous donne directement de l'argent, on vous fait des chèques directement, à un moment donné ou à un autre, ça va poser un problème économique de masse monétaire, de création de monnaie. Et je vous sors quelque chose de ma petite collection personnelle, c'est ça. Vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est une marque. Et c'est un marque, et ce marque-là, c'est pas n'importe quelle marque, c'est un marque, vous savez, on pouvait se promener avec des brouettes de marques comme ça. C'est un marque de 1920, donc c'est un marque juste avant l'hyperinflation allemande. Je vais essayer de m'approcher, et je ne sais pas si ça va bien se voir ou pas bien se voir, mais ici, vous avez la date, elle est là, voilà, 1920. Et donc, ce sont des petits marques avec lesquels on pouvait évidemment allumer son feu, son poêle, puisque ça valait plus rien. Et ça valait plus rien, pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, ils en avaient imprimé tellement, que évidemment, la monnaie, à un moment donné, ne vaut plus rien, et donc, ça a déjà décollé. Autre élément, pourquoi il y aura beaucoup plus de crises dans les grandes villes que dans les zones semi-rurales ou rurales ou dans les petites villes de province, pour une raison assez simple à comprendre. La crise a déjà eu lieu là-bas. C'est-à-dire que moi, dans mon petit coin de Normandie, petite ville de 12 000 habitants, on a déjà perdu nos usines. On a déjà été délocalisé, on est déjà à l'os, si vous voulez. Donc on a déjà perdu nos services publics, on a perdu nos usines, on a perdu nos emplois de cadre, on a absolument tout perdu. Et donc ces zones-là sont des zones gilets jaunes. Et nous avons énormément de gens qui sont aux minima sociaux aujourd'hui, donc énormément de gens qui bénéficient du RSA. Et donc paradoxalement, en fait, quand l'État donne 150 € de plus par personne au RSA, nous, c'est un très fort pouvoir d'achat qui va être dépensé ici localement. Donc en fait, c'est une forme d'enrichissement local. Vous avez autre chose, c'est que vous avez des Parisiens qui viennent, qui achètent des maisons de campagne ou ce genre de choses, donc qui viennent s'installer, qui font tourner l'économie locale. Et donc vous avez une économie qui est l'économie qui reste après toutes les délocalisations. Et donc cette économie-là, en fait, elle va pas tellement être touchée.
En revanche, dans les grandes villes, par opposition à ces zones-là, dans les grandes villes, vous avez toutes les usines. Prenez Toulouse avec l'aéronautique, c'est une catastrophe. Mais prenez Sochaux avec l'automobile, ça sera une catastrophe. Et donc là, dans ces grandes villes où vous aviez des grands bassins d'emploi qui avaient encore subsisté, eh bien vous allez avoir l'expérimentation de la crise. Et donc dans les grandes villes, il va y avoir une crise beaucoup plus visible et beaucoup plus douloureuse finalement que dans les zones de la France périphérique, dans les zones gilets jaunes, qui elles ont déjà été touchées finalement par la crise avant, pas par la même, mais elles sont déjà à l'os ces zones-là, et donc elles ne peuvent pas tellement aller plus bas. Parce que c'est une économie où ici vous avez des gens, des agriculteurs qui agricolent, des gens qui vendent des tracteurs, des gens qui vendent des semences, tout ça ils vont faire le plein à la station-service pour se déplacer en voiture ou pour remplir leur tracteur, donc il y a un gars qui vient livrer le fuel, etc. Donc cette économie-là en fait elle va pas disparaître, surtout si l'État en plus renforce le pouvoir d'achat des gens qui sont aux minima sociaux et qui occupent les logements sociaux, les HLM, etc. du coin. Donc au contraire on va peut-être même paradoxalement avoir une forme d'enrichissement au moment où, par contre, dans les grandes villes et dans les grands bassins d'emploi, là, ça va être une forme d'appauvrissement extrêmement violente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est toujours dans la seconde vague, le dossier spécial qui va sortir. Là, ça arrive. Je ne l'ai pas encore terminé, l'actualité bouge beaucoup, donc j'épaissis, je rajoute, je remets. Mais vous allez donc devoir maintenir un niveau de préparation élevé. Pensez votre licenciement, c'est vachement gai, hein, mais penser, c'est prévoir votre licenciement, et donc qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le gérer. Pensez votre job d'après. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est envisageable? Pensez à vendre la ville pour acheter la campagne. Pensez à vendre la ville pour acheter la campagne. La crise sera durable et qu'adviendra-t-il de la valeur de l'immobilier en centre-ville, dans les grandes villes où on a déjà été très cher? Je ne sais pas, c'est un vrai sujet. Pensez le temps long. Pensez le temps long parce que ce n'est pas une crise qui va durer, encore une fois, 2 ou 3 mois. Le temps sanitaire et le temps économique ne sont pas les mêmes et ils sont pourtant totalement liés, mais ils ne sont pas les mêmes. Le temps sanitaire n'est pas encore terminé, la crise sanitaire n'est pas encore terminée et elle ne sera terminée que quand il n'y aura plus de cas partout dans le monde et donc plus de risque de cas réimportés. On en est très 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 loin quand vous regardez la carte du monde avec plus de 8 millions de cas, avec des pics exponentiels en Amérique latine, sur toute l'Amérique latine, sur toute l'Amérique du Nord, on est sur des très hauts plateaux. C'est très compliqué. Donc, pensez le temps sanitaire et pensez également le temps économique et pensez l'endettement, votre endettement ou l'endettement comme peut-être forme d'assurance. Donc, c'est tout ça qu'on verra aussi dans le dossier consacré à la seconde vague, à comment se préparer à la seconde vague. Voilà les amis ce que je voulais vous dire pour ce JT du Grenier. Ce point toujours hebdomadaire est consacré encore une fois en filigrane évidemment à cette histoire de coronavirus, mais on ne peut pas parler d'économie sans parler de cette épidémie et sans essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue et sans essayer d'anticiper, de bâtir des scénarios, des hypothèses et puis de voir ce qui semble le plus cohérent, le plus probable, le plus possible avec tous les risques d'erreur que ça comporte, mais ça, moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Je préfère avoir un avis, une analyse et me tromper et prendre ce risque-là et en tout cas de partager avec vous cette analyse-là. Encore une fois, débattez-la, confrontez-la, sortez des arguments, débattons sur des arguments, c'est ça qui enrichira la réflexion de tous et donc l'intelligence collective de notre petite communauté. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous la partagez, vous me mettez mes gros doigts de schtroumpf. Vous pouvez venir vous inscrire sur le site insolentiae.com à la newsletter gratuite. Abonnez-vous à la chaîne Inso TV sur YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Oui, pour la lettre stratégie c'est /boutique sur le site Insolentiae, mais normalement en haut dans la vidéo je vous mets un petit lien, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez vous retrouver directement sur la boutique. D'ici là, prenez bien soin de vous, préparez-vous, maintenez plutôt un degré de préparation élevé, soyez vigilants, prenez bien soin de vous, soyez prudents, et puis ayez bien en tête que ça va être compliqué sur l'emploi, et donc il faut vraiment avoir une vraie réflexion personnelle, adaptée à chaque situation, à chaque cas, sur votre résilience professionnelle. C'est un vrai sujet, travaillez-le. D'abord, c'est intéressant, mais voilà, demandez-vous ce que vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez faire. Il y a beaucoup de gens qui
avec le confinement, ont envie de changer de vie et commencent à changer de vie. Et ça, je le constate moi dans mon petit coin de Normandie, où il y a beaucoup de gens qui viennent de la grande ville Paris, enfin l'Île-de-France, et qui commencent à venir s'installer ici et qui ont envie de vivre autrement. Et donc non seulement ils sont les bienvenus, et puis je trouve surtout qu'humainement, peu importe, il y en a pour qui ce sera une vraie révélation et une vraie joie, d'autres pour qui ce sera peut-être raté ou qui n'y arriveront pas, ou qui voudront retourner en ville après, peu importe, mais ce sont des gens que je vois arriver, et ces gens-là, eh bien, ils ont envie de vivre un nouveau projet, de faire autre chose, de vivre autrement, et c'est plutôt chouette, voilà, c'est plutôt positif, et c'est plutôt bien et beau de voir des gens avoir des projets, d'aller de l'avant, même si le contexte n'est pas évident, et de prendre le risque de déménager, de changer de boulot, ou d'imposer le télétravail à leur employeur, peu importe comment ils s'y prennent et comment ils s'organisent, mais en tout cas, ils changent profondément leur vie, et de ce que je peux constater, et puis pour l'avoir fait également, eh bien c'est vrai que ce sont des choses qui sont plutôt enthousiasmantes, et c'est important, même dans des cas compliqués, même dans des situations difficiles, de s'enthousiasmer. Voilà, c'est sur ces paroles positives et optimistes que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier. Merci les amis, à bientôt, au revoir, prenez bien soin de vous.